Bonjour, bonjour à tous. Je démarre et bienvenue ici. Donc c'est vraiment un immense bonheur et un immense honneur pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Universités E5T. Évidemment, je suis à la fois et contente et très fière que nous soyons à nouveau réunis ici à La Rochelle. Cette dernière semaine d'août qui est devenue assez traditionnelle dans notre parcours, c'est une semaine que nous avons instituée il y a déjà 10 ans. Et depuis l'année dernière, nous sommes en figital, ce qui nous permet d'être plus nombreux tout en respectant les contraintes de jauge sanitaire. Et donc, je vais également souhaiter la bienvenue pas juste à tous ceux qui êtes ici présents et assis dans vos sièges, mais à tous ceux qui êtes chez vous, qui nous suivez à distance, aux intervenants qui sont parmi nous, à ceux qui seront connectés. Je souhaite la bienvenue à tous les mécènes qui rendent cet événement possible. Et puis, bien sûr, un grand merci aux soutiens locaux, ici à La Rochelle, à Nouvelle-Aquitaine. Un bonjour particulier à Frédéric Thivet, qui est le nouveau directeur de l'EXI, l'EXI Excelia étant nos deux écoles partenaires depuis l'origine des universités E5T. Et puis, je voudrais adresser, je sais qu'ils nous regardent, un grand bravo aux enfants des écoles d'Espérance banlieue. On a eu un concours dessin et la petite Asilis a gagné le concours et on a sur la nacelle de l'affiche, donc de la montgolfière de l'affiche, un petit dessin qui reproduit le dessin de la gagnante. Et puis, il y a beaucoup d'étudiants qui sont parmi nous aujourd'hui, qui vont veiller à notre sécurité, à le nettoyage des micros notamment, et beaucoup qui nous regardent à Tunis, à New York, à Barcelone, un peu partout dans le monde aujourd'hui. Donc, ces universités sont aussi pour les jeunes parce que nous devons être à vos côtés, on y sera. Et je saluerai la présence parmi nous pour ces universités de la ministre de l'Éducation de Côte d'Ivoire, dont Madame Mariatou Koné, qu'on aura l'occasion d'entendre, et de Monsieur Luc Atrokpo, qui est le maire de la ville de Cotonou au Bénin. Soyez bienvenus. Alors, vous avez compris que cette année, ce n'est pas une année tout à fait comme les autres pour nous, parce que nous fêtons déjà les 10 ans d'existence de 5T, et votre présence à vous tous, physique ou digitale, nous honore, les équipes de 5T et moi-même. Et vous l'avez compris, ces retrouvailles sont d'autant plus importantes qu'elles ont à nouveau lieu physiquement ici, comme celle de l'an dernier, d'ailleurs, qu'on avait dû décaler au mois d'octobre. Donc, je parle du Forum des Pertuis, on a changé un peu de lieu. Ce sont toujours des temps de troubles et d'épreuves, bien sûr, auxquels nos esprits cartésiens étaient peut-être préparés, mais nos cœurs n'étaient pas du tout en phase avec cette pandémie qui a finalement beaucoup transformé nos quotidiens, parce qu'on a toujours l'impression qu'une probabilité, ça ne se transforme jamais en réalité. Et là, on l'a vu, et ce dont on s'aperçoit, c'est que nous devons tous apprendre certainement et continuer à vivre avec de nouvelles incertitudes, car cela fait partie du paradoxe de vivre finalement, que de mesurer notre grande vulnérabilité. On a appris à le faire au cours des années passées, et en même temps de générer de nouvelles ressources pour nous réinventer face à l'adversité. John Lennon disait, sans doute mieux que moi, voilà, la vie, c'est ce qui nous arrive quand on a prévu autre chose. Voilà, et donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a tous été contraints de réinventer un peu notre rapport à nous-mêmes déjà, aux autres, au monde. On est tous encore complètement chamboulés par un invisible et microscopique virus qui a fait énormément de dégâts, et on a une pensée pour toutes les victimes de ce virus, et qui a beaucoup évidemment transformé notre quotidien. On sait que, et je crois qu'on est nombreux ici, on s'est tous vus à un moment ou à un autre assaillis par des nouvelles questions, par des nouvelles angoisses, par des regrets, et puis on s'est souvent retrouvés écartelés certainement entre l'envie de retrouver notre vie d'avant, et puis finalement l'idée que plus rien ne sera jamais pareil, avec une petite voix qui nous dit qu'il va falloir apprendre à vivre avec une nouvelle normalité,
qui finalement nous pousse à nous transformer, sachant d'où on vient, ou à peu près, mais sans trop savoir de quoi sera véritablement fait demain. Et donc, nous nous sommes tous retrouvés projetés aux frontières de nos capacités individuelles et collectives de résilience. Et vous savez, la résilience, ce n'est pas du tout un super pouvoir. La résilience, c'est, je pense, juste une nouvelle compétence que nous devons apprendre à cultiver, à développer, qui va nous permettre de traiter l'adversité comme une source d'opportunités et de nous améliorer, parce qu'on doit parvenir à faire des choses qui nous paraissaient absolument impossibles avant. Et c'est de ça dont il s'agit, parce que vous avez probablement deviné où je voulais en venir. Bon, j'ai toujours cru qu'on pouvait être lucide, extrêmement lucide, sur l'analyse des situations les plus adverses, et on verra qu'on est en plein au cœur de cette tourmente, et en même temps, on peut continuer à être optimiste et à croire à nos capacités à relever des défis, aussi grands soient-ils ces défis. Vous savez, au départ, E5T, je vais faire un peu de l'histoire. E5T, au départ, c'était une petite aventure, une initiative qui consistait à réunir quelques amis professionnels. Je suis ravie de retrouver aujourd'hui encore des personnes qui étaient là dès l'origine, et puis évidemment d'accueillir les nouveaux. Et puis on se disait, oh là là, le monde change, on va se réunir, on va mettre en commun nos savoirs. Et on commençait à prendre conscience à peine du changement qui s'amorçait il y a 10 ans. Alors, évidemment, vous allez me dire, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, comme me disait Paul Éluard, et puis au cours de ces rendez-vous, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que pendant 10 ans, on a beaucoup échangé, on a évolué, E5T est parti à l'international, on s'est enrichi de nouveaux savoirs, et on a appris à appréhender, autant que faire se pouvait, une transformation dont nous ne voulions pas, mais qui s'est imposée à nous avec de plus en plus de prégnance au fil des années. Et donc, dans ces 10 ans, rétrospectivement, on voit qu'il y a eu un temps pour prendre conscience de ce changement climatique. Vous voyez, c'est le temps d'une vérité qui dérange, en 2005, de Al Gore. Il y a eu un temps pour comprendre qu'il y avait beaucoup d'efforts à fournir, c'est 2015, avec la COP21 en France. Et puis, il y a eu un temps pour agir et pour accélérer. Et ça a été le temps de cette découverte de la transition énergétique, qui est un terme qu'on n'utilisait pratiquement pas quand nous avons démarré. Et donc aujourd'hui, c'est riche de ces 10 ans d'expérience commune qu'on s'aperçoit que l'aventure est bien loin d'être terminée. C'est pour ça qu'on est aussi nombreux d'ailleurs aujourd'hui. Et je pense même qu'on va tous être d'accord pour dire qu'elle commence à peine, cette aventure, parce qu'on attaque une nouvelle étape. Et cette nouvelle étape, c'est une étape où il est désormais temps de mesurer plus précisément les engagements, les actions de chacun, les capacités individuelles et collectives à infléchir la trajectoire climatique. Il est temps, bien sûr, de transformer des initiatives isolées en grands projets et d'accompagner des passages à l'échelle. Il est temps de concevoir des solutions encore plus pertinente et de coopérer de façon encore plus intelligente et étroite et de repousser finalement les limites de notre imagination et de la définition, revoir les définitions de nos possibles et de nos impossibles. Kennedy disait « Nous avons besoin d'hommes capables d'imaginer ce qui n'a jamais existé ». Et que peut-on dire d'autre quand la mission qui nous attend, c'est aujourd'hui, plus qu'hier et moins que demain, c'est de contribuer ensemble à construire un nouveau monde, un monde neutre en carbone. Et la bonne nouvelle, c'est que, riche de ces 10 années, on sait qu'il va falloir accomplir des choses au-delà de ce que nous avons déjà réalisé. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes prêts. Nous serons prêts, nous serons là, nous sommes là, et nous sommes prêts. Et donc, avec bon nombre d'entre vous déjà engagés de la première heure, nous avons creusé un sillon. Nous avons parcouru un chemin qui nous a fait mûrir. Sur ce chemin, nous avons observé et compris l'opposition radicale entre deux forces. D'un côté, qui configure la transformation de ce monde. D'un côté, ce changement climatique que nous avions tous largement sous-estimé au moment où il s'est imposé à nous. Et de l'autre côté, eh bien, notre volonté, notre engagement
à lutter contre ce changement climatique. Alors, il n'y avait pas unanimité jusqu'à cette année 2020 qui constitue un tournant radical. Et aujourd'hui, le monde est en train de se mettre sur la même page, celui du pari de la neutralité carbone. Alors, en fin 2019, l'Europe montrait la voie en annonçant vouloir être carbone neutre à horizon 2050. La Chine emboîtait le pas. Derrière, les États-Unis ont continué, et puis partout dans le monde, en Afrique, en Asie, partout, on a des initiatives qui vont dans ce sens. Et là, on voit des moyens législatifs, des moyens financiers, des moyens politiques considérables qui ont commencé à être mis en œuvre dans une logique de relance économique, on va en parler lors de la première table ronde que j'aurai le plaisir d'animer, et qui doit nous amener à pouvoir reprendre un peu de contrôle sur cette situation sanitaire, tout en luttant efficacement contre cette urgence climatique. Et on a vu le 14 juillet dernier, on a beaucoup d'actualités lors de cet été qu'on vient de vivre. Le 14 juillet dernier, l'Europe annonçait son plan Fit for 55, qui sonne le glas du 3x20 qu'on connaît tous bien ici, avec 12 mesures, évidemment, qui sont destinées à être déployées en feuille de route et qui, au cœur de l'engagement, vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici à 2030, qui constitue une étape clé. Et en même temps, l'Europe se pose un peu en sherpa de toutes les normes internationales et vise à obtenir son indépendance énergétique dans des transformations géopolitiques à la clé, en n'utilisant pas de combustible ou plus de combustibles fossiles. Le dernier rapport du GIEC, on aura l'occasion d'en parler puisque Christian de Pertuis, qui est un de nos grands spécialistes français, européens du carbone, va nous en parler dans un instant, a été publié le 9 août, donc tout ça à nouveau est très récent. Et on nous dit qu'il va falloir faire des efforts colossaux et urgents pour limiter le réchauffement climatique à 1,5% et pour renverser la tendance, sachant que bien que nous soyons que à 1,1 degré Celsius, on a vu en plus, et pas encore au 1,5, donc on a vu par rapport à l'ère pré-industrielle, on a vu pendant tout l'été des manifestations très proches de nous de ces événements. On a eu plus de 200 victimes en Allemagne des inondations, des vagues de chaleur où tous les départements de PACA ont été placés en alerte orange. On a vu du 53 degrés à Madrid, du 47 degrés à Rome, des incendies dans tout le bassin méditerranéen, à la Sicile, au Liban. Donc, je reste que sur des exemples proches de nous parce que c'est le même scénario partout dans le monde qui d'ailleurs a fait dire pour la première fois aux économistes là il est temps d'investir parce que le coût de non-investir va devenir largement supérieur à celui de faire. Il y a un consensus qui est en train de se forger. Alors face à tout ça, chez E5T, il y a 3 choses qui nous caractérisent et que je veux partager avec vous, présents pour la première fois ou présents depuis 10 ans. La première de ces choses, c'est une proximité du terrain, c'est le T de territoire. On est né avec cette idée que la transition, les territoires, on devait y être pour en parler, même si je remercie toutes les personnes qui sont venues de l'Ouest et d'autres de Paris. Donc proximité du terrain et des territoires, et donc l'occasion de pouvoir observer au plus près les changements effectifs qui ont commencé à s'opérer. Et on va avoir tout de suite une intervention du maire de La Rochelle et on verra que nous sommes dans une région, dans une ville et dans une région, M. Rioux, qui sont largement exemplaires sur ce sujet. On a une deuxième caractéristique qui sont les relations fortes, faites de confiance et d'engagement avec l'ensemble des parties prenantes et des alliances fructueuses. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont vu le jour. Et puis, quelque chose de tout simple finalement, la persévérance, la constance et le travail. Parce que Emerson nous disait, les hommes parlent de la victoire comme d'une chance, mais c'est le travail qui fait la victoire. Et c'est sans doute fruit de ces convictions, de ces caractéristiques, qu'avec vous aujourd'hui, je souhaite que nous placions notre espoir dans l'avenir et que cet espoir devienne notre horizon. Depuis l'annonce de la neutralité carbone, de ce plan, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une information, une nouvelle information, une annonce qui ne nous donne pas envie d'y croire.
envie de croire à quoi? Qu'on peut renverser le cours de l'histoire, qu'on peut y arriver. Il y a de nombreux exemples. Je ne vais pas les citer parce que tout au long de ces 2 jours, vous allez en avoir un exemple concret avec des gens qui sont à la manœuvre. Et on a des nouveaux enseignements, des nouvelles idées, de nouvelles motivations. Donc, voilà dans quel état d'esprit je démarre ces universités, où je déclare ouverte cette 9e édition des universités E5T. Et avant de céder la parole à M. Jean-François Fontaine, maire de La Rochelle et président de la CDA, je voudrais vous remercier tous pour votre fidélité et pour votre engagement. Et monsieur le maire, je m'adresse particulièrement à vous parce que notre première contribution à l'engagement du territoire zéro carbone qu'est La Rochelle, ce sera de rendre neutre notre événement actuel. Donc nous avons passé un pacte avec la coopérative carbone et cet événement sera totalement compensé. Je vais vous laisser la parole et monsieur Fontaine, merci d'être là. Et je la passerai ensuite à M. Guillaume Rioux, qui est le nouveau président de la région Nouvelle-Aquitaine, qui est aussi un habitué de vice-président, pardon, qui est un habitué de nos universités puisqu'il a été intervenant en 2016. Merci à tous et bonnes universités. Merci. Quel enthousiasme, chère Myriam. Je veux saluer tout particulièrement les personnalités qui nous font l'honneur de leur présence, de vous saluer, Madame les ministres qui sont présentes, saluer également mon homologue, le maire de Cotonou, ainsi que tous les participants qui sont là depuis de nombreuses années. Vous savez combien à La Rochelle nous aimons la réflexion et le débat sur les thématiques environnementales. Nous évoquions avec Corinne Lepage, il y a quelques instants, la voie ouverte par Michel Crépeau, il y a bien longtemps, sur les pistes cyclables, sur les vélos jaunes. Mais c'était une vision de l'environnement très humaniste. Il était question d'améliorer la qualité de vie des citoyens, de leur apporter du bonheur. C'était la formule de Michel Crépeau. On ne parlait pas à l'époque de transition énergétique, de bilan carbone. On était dans une autre période. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans une période charnière. Quand vous dites « nous sommes prêts », permettez-moi d'apporter quelques petites nuances. Parce que devant nous, le challenge est considérable. Décarboner nos sociétés et baisser en même temps la part de la production nucléaire, telle que l'a souhaité le gouvernement, c'est un double challenge d'une extrême complexité. Et ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une période où les choses changent vite, très vite. Quand l'université 5T a démarré, nul n'imaginait que le monde de l'industrie automobile allait prochainement basculer complètement sur son modèle de production. On voit aujourd'hui que ce qui était marginal, ce qui était l'avant-garde, va devenir la norme dans les années à venir. Et quand on voit le temps qu'il a fallu pour faire progresser le moteur thermique, toutes ces avancées au fil des dizaines d'années, des décennies, eh bien, on voit bien que ce changement va provoquer beaucoup de turbulences, de plein de nature, parce qu'il y a des enjeux sociaux, des usines qui tournent, des fonderies dans notre région, et qu'on va avoir là des mutations profondes. L'enjeu pour moi essentiel, c'est le caractère de pouvoir emmener la population dans ces transformations, rendre acceptables ces évolutions. Et ces évolutions, elles ne vont pas être neutres, enfin si on souhaite qu'elles soient neutres en carbone, mais elles ne vont pas être neutres dans la qualité de vie des gens, dans le changement. Nous sommes dans des territoires où, parce que les villes étaient chères, notamment c'est le cas à La Rochelle, beaucoup ont pris l'habitude d'habiter à 30 ou 40 km. Leur offrir une offre de transport public dense, rapide, avec des TER, n'est pas chose si simple si on veut irriguer tout le territoire. Et donc on est quand même à la fois dans une urgence, et le rapport du GIEC nous le rappelle, mais aussi dans du temps long, et rendre ces transformations acceptables est un des enjeux majeurs. On a besoin des sciences du comportement. On a besoin de trouver des méthodes de travail pour vulgariser les données scientifiques. Parce que la parole officielle, et on le voit dans d'autres domaines aujourd'hui, passe pas parfaitement. Il y a la parole officielle qui vient d'en haut, qui vient des sachants, entre guillemets, ou des gouvernements,
eh bien, aujourd'hui, provoque parfois de l'inquiétude, de l'incompréhension. Et donc, on a besoin d'utiliser tous les leviers de la communication et des sciences du comportement pour que nos sociétés soient prêtes à ce changement. Permettez-moi d'illustrer ce propos, par exemple, par la situation sur l'énergie éolienne. Nous avons ici, sur ce territoire, deux grands dossiers. Un dossier qui est l'éolien offshore, avec une puissance possible considérable, mais on voit bien que le grand débat public qui va démarrer cet automne, qui va être de grande qualité, les gens qui vont l'animer sont des gens extrêmement sérieux. On voit déjà apparaître des contre-pouvoirs, entre guillemets, légitimes en tant que tels, mais qui ne vont pas toujours utiliser des argumentaires qui seront basés scientifiquement. La même chose sur l'éolien terrestre. On va avoir, bien sûr, puisque vous faites de l'éolien offshore, pourquoi vous allez nous embêter avec des éoliennes sur notre territoire? Sachez que nous n'avons pas à La Rochelle d'éoliennes dans le territoire de notre communauté d'agglomération. Il y en a beaucoup autour et qu'il sera difficile de dire non à des projets d'implantation à partir du moment où nos collègues des territoires autour ont accepté un certain nombre. Et puis que notre rôle est très limité, puisque c'est une décision d'État de dire à la fin oui ou non sur une implantation de projets éoliens. Je parle de l'éolien, mais on pourrait décliner sur toutes les formes d'énergie renouvelable les réserves, les réticences qu'il peut y avoir ici ou là. Donc je pense que véritablement, aujourd'hui, le message est passé. Ceux qui, à l'époque, vous avez cité El Gore, tenaient un discours à l'époque, il y avait un scepticisme. On disait non, mais il exagère, c'est pas vraiment ça. Aujourd'hui, la conscience des citoyens qu'il faut changer, elle est là. On sait, le rapport du GIEC qui vient d'être publié, mais d'innombrables événements climatiques que vous venez d'évoquer, eh bien, montrent qu'il faut changer. Mais quand on passe au concret, quand on va dire aux gens, vos chaudières full, terminé, on passe à quoi? Quand on va dire aux gens, terminez l'usage de la voiture individuelle dans les cités, ça existe déjà dans certaines cités à travers le monde. Quand on va dire aux gens, voilà, votre entreprise, on va faire son bilan carbone, il va falloir que vous ayez une courbe tendancielle qui vous amène à des émissions plus basses, il y a un certain nombre de métiers pour lesquels ça va être une vraie difficulté. Alors, je ne veux pas décourager par ce propos, bien au contraire. On a ici à La Rochelle un événement qui nous donne une chance. C'est la sensibilisation Parc Cynthia. Quand un océan envahit un quart d'une ville, les gens se disent, dites donc, il va falloir un petit un qu'on protège, ce que nous venons de faire, mais aussi qu'on prévoit l'avenir par des politiques bas carbone, par des politiques de neutralité carbone. On a fait beaucoup d'innovations. Vous avez cité la coopérative carbone, vous avez eu raison de l'évoquer. On multiplie les initiatives, mais pour moi et pour demain, ce sont les sciences du comportement qui vont être au cœur des grands changements de nos sociétés. Moi, je veux vous souhaiter 10 années à venir dans lesquelles chaque année, on pourra faire le point, l'avancée, puisque c'est un des grands enjeux. Et sachez que La Rochelle est toujours prête à ouvrir des lieux de débat, d'échange. Là, nous avons avec E5T du très haut niveau, du niveau international, des très grandes entreprises qui sont présentes. On a besoin du monde économique pour ces transformations. On a besoin de modèles économiques nouveaux et de modes de fonctionnement nouveaux. Pour l'illustrer, vous savez, quand on gère une collectivité, on a aussi des impératifs d'équilibre. Et quand on prend, par exemple, la gestion des déchets ou la gestion de l'eau, eh bien, on a un objectif qui est un objectif de sobriété, mais qui est un objectif antinomique de l'équilibre budgétaire. Quand vous dites aux gens « consommez moins d'eau », ça veut dire que vous avez beaucoup plus de mal de passer vos frais fixes. Ça veut dire concevoir des modèles économiques basés sur la sobriété qui puissent être positifs demain, mais ça, ce sont des techniques qui nous restent à inventer sur le plan budgétaire. Merci de votre attention. Très bonne réunion à vous. Merci. Vous avez vu que le programme a été un peu inversé. Donc voilà, nous accueillons Monsieur le vice-président et ensuite, bien entendu, les représentants de nos deux partenaires, Lexi et Excelia. Mesdames, Messieurs, bonjour. Madame la Présidente, chère Myriam, merci de nous accueillir. Cher Jean-François, Monsieur le Président, Monsieur le Maire, c'est pour moi un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Et puis ça me fait remémorer un certain nombre de souvenirs, car je crois que vous disiez, Myriam, que
J'étais intervenant en 2016, mais j'ai même été dans ces locaux, ou pas très loin, auditeur du SHED en 2014, avec Madame la professeure Lumi qui coordonnait tout ça. Et j'avais appris plein de choses, et je pense qu'on est aussi là pour apprendre aujourd'hui encore plein de choses sur ces questions de décarbonation de notre civilisation. Alors moi, je suis Guillaume Rioux, je suis vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine en charge des transitions écologiques, énergétiques et de la feuille de route Néoterra. Je vous en parlerai rapidement. Mais avant tout, je suis polyculteur-éleveur en agriculture biologique dans les Deux-Sèvres, du côté de Niort. Et donc, un praticien de la transition depuis 12-15 ans. Et c'est pas toujours facile. Et Jean-François, tu as raison, c'est la mise en œuvre de ces transitions sont parfois complexes et il faut les éprouver. J'ai rejoint Alain Rousset donc, durant ce mois de juin pour ces élections régionales. Et il y a 10 ans, le président de la région, sans doute avait-il senti les choses évoluer et avait souhaité objectiver, mesurer ce que pourrait être, en tant que responsable politique, responsable de l'action publique, le monde de demain. Et il y a donc 10 ans, en 2011, il conviait un scientifique, Hervé Le Treut, climatologue, à élaborer et à objectiver par la science ce que serait le climat demain, notre planète du futur. Et Hervé s'est entouré de 400 scientifiques, 450 scientifiques sur les questions climatiques, des physiciens, des géophysiciens, mais aussi des biologistes. Et tout ça a pu contribuer à élaborer Acclimatera, d'une part, pour essayer d'estimer ce que serait notre devenir, et puis Ecobiose sur les dynamiques de biodiversité, d'autre part. Et ces programmes publics se sont construits autour de l'édification de politiques publiques, puisque c'est notre rôle d'édifier ce que sera demain, de préparer demain. Et ça s'est retranscrit, ces considérations scientifiques, ces conclusions scientifiques se sont retranscrits à travers une feuille de route en 2019 appelée Néoterra. Alors Néoterra, c'est comment écologiser, décarboner l'ensemble des activités socio-économiques dans notre région, autour de 11 axes. Il y en aura certainement d'ailleurs un 12e autour de la santé dans les mois ou les années à venir. Et donc on brosse l'ensemble, à travers les politiques publiques, l'ensemble des considérations de notre société, des questions de transfert de savoir, aux questions industrielles, en passant par les questions agricoles, évidemment les questions énergétiques, les questions des ressources énergétiques de demain. Et ça nous permet d'évaluer, de conditionner les aides, 650 millions d'euros sur un budget de 3,5 milliards, c'est pas anodin, qui sont distribués pour changer de notre société, pour changer nos existences, mais on le fait par ce filtre qui permet d'élaborer les conditions de demain et de mesurer l'efficience des attributions d'enveloppes publiques auprès de l'ensemble des acteurs. Alors, il y a un certain nombre d'objectifs pour arriver à atteindre ce monde de demain, et nous avons souhaité calquer nos objectifs politiques sur ce que propose le scénario Négawatt, c'est-à-dire 45% de baisse des émissions par rapport à 1990, mais c'est aussi moins 30% dans l'efficacité énergétique, dans les bâtiments par exemple, par rapport à 2010. Et puis, c'est surtout, et Jean-François, tu le disais, la question des énergies renouvelables. Aujourd'hui, 24% seulement, j'oserais dire, d'énergie renouvelable dans le mix énergétique dans notre région. Et nous avons pour objectif d'arriver à 50%. Alors, ça ne va sans doute pas se faire sans douleur. Il va falloir effectivement élaborer du dialogue territorial. Ça, c'est absolument nécessaire. Et nous sommes chacun, sans doute déjà dans cette salle, en tant que gestionnaires publics, conseillers municipaux ou autres, ou entreprises, confrontés
à certains immobilismes parfois, voire à des réactions avec aussi, il faut le dire, parfois des contre-vérités qu'il va falloir déconstruire. Et tout ça n'est pas simple et notre société est confrontée aujourd'hui à cette contre-information permanente. Il va falloir donc rationaliser un petit peu tout ça, faire comprendre à l'ensemble de nos concitoyens, nos 6 millions d'habitants dans la région Nouvelle-Aquitaine, que leur consommation, eh bien, il faut qu'elle soit en phase avec les productions. Et bien sûr que c'est une formidable chance que nous allons vivre aujourd'hui, demain, dans la décennie à venir, parce que nous savons que nous sommes très dépendants en matière énergétique d'importation, 53 à 55% selon les années. Donc notre autonomie énergétique est très fragile. Et si demain nous pouvons avoir des ressources renouvelables sur les territoires, c'est-à-dire comment produire et consommer avec le moins de distance possible, on connaît tous la perte de puissance en ligne, donc il faut rapprocher tous ces systèmes, il faut que ces systèmes générateurs de richesse puissent rejaillir sur les entreprises, sur l'ensemble du territoire, mais au plus près de nos concitoyens, sur l'économie familiale. Moi, je suis persuadé qu'il y a un certain nombre de mesures à mener en la matière, et dès lors, cette acceptabilité sera mise en œuvre. Alors, pour faire tout ça, il faut, et c'est le rôle chez nous de la direction de l'énergie et du climat, dirigée par Béatrice Chassaing, ici présente, et vous pourrez, à l'occasion, durant cette journée ou ces 2 jours, l'interpeller, la questionner. Elle s'élabore autour de l'expérimentation, l'innovation, puis dans un second temps, autour du déploiement, de la massification des procédés nouveaux, et puis l'accompagnement des territoires. Je vous le disais tout à l'heure, il faut absolument qu'on accompagne ce dialogue territorial au quotidien pour que l'acceptabilité des populations puisse se mettre en œuvre. C'est coordonné aussi, l'action publique, la loi, les lois, loi NOTRe, MAPTAM, 3D demain, donnent pouvoir par la décentralisation aux régions, à l'intercommunalité, à édifier ce que sera demain. Et notre rôle de coordination est essentiel à la région à cet égard. Et puis, recherche et développement, évidemment, et je pense qu'on va beaucoup parler durant ces universités de R&D, des procédés nouveaux. Ce qui nous amène, quand je parle de R&D, à l'éducation, à l'information des générations de demain, à la construction cognitive de la pensée, de pensée efficace, efficiente. Et bien sûr, il faut accompagner les jeunes, et c'est aussi un des rôles fondateurs de l'action publique régionale et l'accompagnement des entreprises. Mais vous êtes dans cette salle aujourd'hui en force au niveau des entreprises. Tout ça ne se fera pas seulement avec l'action publique, mais vraiment dans l'idée d'une mutualisation des procédés, des compétences, des synergies entre l'action publique et le monde de l'entreprise. Les dynamiques socio-économiques sont absolument indispensables. En tout cas, sachez que la région est à votre côté, à vos côtés, pour ces universités au long cours, pour aider les entreprises aussi, dans la mesure de nos possibilités, qui sont contraintes, bien évidemment. Mais c'est surtout un grand schéma de responsabilité. Et moi, aujourd'hui, vice-président en charge de ces transitions, je sens sur mes épaules un point important. Préparer demain, sont des choix à faire durant cette décennie. Alors on a 2 choix possibles, celui de l'acidification, du ressentiment, des jalousies, des comportements délétères, ou bien fonder ensemble les alcalis, le ciment de notre société, du partage, de l'accompagnement, du compromis parfois, souvent, et de ces réalités socio-économiques qu'il faudra arriver à mener en convergence avec les réalités, les nécessités environnementales qui caractérisent notre siècle à venir. En tout cas, c'est en ce sens que Alain Rousset souhaite mener son action publique avec une volonté résolue pour vous accompagner, nous accompagner tous ensemble durant cette prochaine décennie pour préparer demain. Merci à vous.
Merci, monsieur le vice-président. La dérive du temps commence à se faire, ce qui m'inquiète beaucoup. Donc, nous allons demander à Frédéric Thivet, le directeur général de l'EXI, de venir dire un petit mot. Le plus court possible, vous m'excuserez, et ensuite nous donnerons le micro à Yves Troussel. Très bien. Merci. Donc, Madame la Présidente de la Fondation 5T, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs, j'ai le grand plaisir et l'honneur de participer à votre recueil ce matin pour la 9e édition de l'Université d'été de la Fondation Énergie, efficacité énergétique, économie d'énergie et territoire. J'insisterai un peu sur l'aspect territoire. Je viens de prendre la direction générale de l'EXI en janvier dernier et je découvre à la fois un territoire magnifique et une très belle école. Un territoire magnifique est totalement engagé, comme vous le savez, dans le déploiement de projets qui sont liés au développement durable, à la mobilité douce et qui est écrin de cette belle université d'été. Parmi les organisateurs, l'EXI. L'EXI, c'est une école d'ingénieurs généralistes privés, administrée par des collectivités territoriales, au premier rang desquelles le département de Charente-Maritime et également la communauté d'agglomération de La Rochelle et la région, donc qu'on vient d'entendre. C'est l'école de la région Nouvelle-Aquitaine qui diplôme le plus d'ingénieurs chaque année. Ça, c'est pas forcément très connu. L'EXI, c'est 1500 apprenants, dont 1200 à La Rochelle et 300 sur son campus à Casablanca. C'est une école qui est ouverte sur son environnement et qui met au cœur de son projet la formation d'ingénieurs responsables autour de valeurs ancrées dans sa politique. J'ai choisi aujourd'hui de faire un focus, et je vais rassurer monsieur l'organisateur, je n'excède pas les 5 minutes qui m'ont été octroyées. Un focus sur le thé du territoire de E5T et à travers une des actions menées par l'EXI, qui ont un impact majeur sur le développement de son territoire en cohérence avec les enjeux actuels de raréfaction des ressources et de changement climatique. Tous les ans, 60 étudiants de l'EXI en fin de cycle de formation ingénieur mettent au service des communes leurs connaissances et leurs compétences dans le cadre de projets de transition énergétique ou de neutralité carbone. Pourquoi choisirait-on de faire leur apprentissage sur des données virtuelles alors qu'ils peuvent se rendre utiles aux communes avec des études d'audit énergétique et environnemental et également des préconisations chiffrées? Pour vous donner quelques éléments, en 10 ans, puisqu'on fête les 10 ans, ce sont 10 communes de la communauté d'agglomération de La Rochelle et de la communauté de communes de l'île de Ré qui ont bénéficié de ces bureaux d'études formés de 4 à 6 étudiants. Il y a eu 63 projets menés en bâtiment durable, 28 projets menés en mobilité. Alors, a priori, j'avais prévu une petite présentation, mais elle ne passe pas, mais c'est pas très grave. Vous retrouverez dans le hall d'entrée un poster qui illustre quelques-uns de ces projets. Et pour qu'elles aient de l'intérêt pour les riverains et également qu'elles soient intéressantes financièrement, ces études sont établies en commun accord avec les élus et leurs services techniques. Pour qu'elles soient techniquement et utiles et fiables, on mobilise également 15 professeurs, à la fois de l'EXI, mais également des experts qui viennent de Suisse, de Royaume-Uni ou d'Afrique, et qui encadrent ces études, qui apportant chacun son expertise dans un domaine donné. Pour qu'elles aient un intérêt pédagogique pour les étudiants, ces études s'effectuent dans un vrai esprit de bureau d'études pluridisciplinaire, afin de couvrir un large panel de compétences en efficacité énergétique, en conception de systèmes énergétiques, en réduction de nuisances environnementales. Voilà, mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, avant d'intégrer la vie active, gérer un projet s'avère une première expérience très enrichissante. Deuxième point que je voudrais mettre en valeur, c'est que voici 10 ans également, sous l'égide de Campus France, une collaboration a démarré avec un entrepreneur d'Afrique pour l'étude de faisabilité d'une microcentrale hydraulique au pied du mont Cameroun. Et donc cette centrale a été effectivement réalisée. Pendant 3 ans, 66 étudiants de l'école ont apporté leur contribution dans le cadre de missions techniques ou de stages pour le dimensionnement de la centrale. Donc vous pouvez imaginer que ça a été un projet extrêmement enrichissant, à la fois au plan évidemment technique, mais surtout culturel et humain. Voilà, et pour finir, depuis 10 ans encore, l'EXI et l'Excelia s'associent donc à Madame la Présidente de 5T pour vous souhaiter la bienvenue, car la transition énergétique, c'est l'affaire de tous.
Et les organismes de formation ont le devoir de s'y associer, bien sûr, en partageant, d'une part en partageant connaissances et compétences, et également en apprenant de votre expertise. Encore aujourd'hui, vous verrez, vous avez vu déjà nos équipes de professeurs et puis également quelques-uns de nos apprenants, et vous les reconnaissez à leur t-shirt vert, qui sont au service de l'animation des sessions, de l'organisation logistique. Merci à eux, en particulier au professeur Lumini Taillon qui est ici présente, et également au professeur Joël Jacquet qui font partie de l'équipe d'organisation, et puis également donc, aux étudiants qui sont impliqués. Voilà, je crois que j'ai tenu mon engagement. Donc en conclusion, je vous souhaite une excellente université d'été sur les 2 magnifiques journées qui se présentent à nous. Merci à tous. Bonjour, donc je vais aller vite, bien sûr. Excelia est co-organisateur de ces universités E5T de La Rochelle depuis sa création. Et je suis très fier, très honoré de représenter l'école aujourd'hui. Je remercie Bruno Nel, donc le directeur général de l'école Excelia, ainsi que les collègues qui ont co-organisé et travaillé sur ce programme pour ces 2 journées. Voilà, je cite Alexandra, Vincent, Théo, Thibault, pour quelques exemples. Je pense que peu me connaissent. Donc, je suis le nouveau directeur de l'innovation et de la responsabilité sociétale de l'école Excelia. Je suis également conseiller régional élu, donc avec Alain Rousset également. Alors, je dis ça pourquoi? Je fais une petite parenthèse. Je me suis réjoui de voir que le poste de premier vice-président de la région avait vu sa dénomination étendue à la responsabilité RSE, donc d'encourager et d'aider les entreprises à se transformer vers la RSE. Et ça au même titre que le développement économique et que l'innovation. Et ça, je pense, c'est une grande avancée. Je parle de RSE, responsabilité sociétale, on peut parler de développement durable, mais c'est une avancée majeure. En quelques mots, quand j'ai pris ma nouvelle fonction, donc en mai de cette année, comme on fait habituellement, on regarde ce qui existait, et puis on doit mettre sa patte. Donc il y a des choses qu'on va garder, des choses qu'on va enlever, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une grille de lecture assez simple. C'est en quoi ce que faisaient avant mes prédécesseurs contribue à la stratégie 2020-2025 de l'école, et plus particulièrement au niveau de la responsabilité sociétale. Et en fait, le 5T a quasiment coché toutes les cases. Ces cases étant les 5 axes stratégiques choisis par l'école pour les années à venir. Le premier, c'est la gouvernance. Donc on a décidé de renforcer la gouvernance, notamment RSE de l'école, en créant un comité d'experts, internes et externes. Quoi de mieux que ces rencontres 5T pour faire connaissance et trouver des experts qui, j'espère, souhaiteront venir nous aider, à nous challenger dans cette gouvernance RSE. Le deuxième axe, il y en a 5, le deuxième axe, c'est nos apprenants, on l'a dit tout à l'heure, l'école se doit de former les managers de demain, des managers responsables, que ce soit au niveau environnemental ou au niveau social. Là aussi, donc, il y a un certain nombre d'enseignants qui viennent sur ces 2 jours pour remettre à jour ou mettre à jour leurs connaissances par des expériences concrètes. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'étudiants, donc on va essayer d'améliorer ça pour les années à venir. C'est vrai que la période est compliquée pour eux, mais c'est important. Troisième axe stratégique, c'est irriguer un peu plus la culture RSE, les enjeux environnementaux notamment, auprès de l'ensemble des collaborateurs de l'école, qu'ils soient nos professeurs ou les services au sens large administratifs. C'est quoi? C'est avoir ces réflexes au quotidien. Alors, on peut se poser la question, là, le lien avec le 5T, comment peut-on organiser, être co-organisateur d'un événement comme ça si on ne montre pas l'exemple au quotidien? C'est pas facile, il y a beaucoup de boulot à faire, mais en tout cas, la démarche est là, est présente et est bien engagée. Notre avant-dernier axe stratégique concerne nos campus. Il faut améliorer l'aspect environnemental des campus, ce qui est très compliqué quand vous êtes sur des bâtis existants, assez anciens. Donc, et un des projets qui m'a fait venir rejoindre Excelia, c'est le futur campus dont on espère effectivement utiliser les technologies
les plus importantes au niveau bâti, au niveau des problématiques de transport. Là aussi, ces 2 journées de 5T, hein, on a commencé à voir des choses hier, sont énormément intéressantes pour cela. Dernier axe stratégique, hein, renforcer nos relations avec des organisations responsables sur le territoire. Là aussi, hein, on a parlé, ou on va parler de territoire zéro carbone. On a parlé hier de la coopérative carbone. Tout ça, ce sont des organisations, et je ne parle pas des associations, hein, également, essentielles pour nous au niveau du territoire, et on compte bien renforcer cela. Donc voilà pourquoi, en résumé, et j'en terminerai, ces événements E5T, cet événement E5T, j'ai souhaité le prolonger, même être peut-être plus actif demain. C'est important. Mais d'ici les années à venir, hein, sur ce partenariat, savourons donc les 2 journées que nous avons aujourd'hui ensemble. Merci.